Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à cette émission de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur que nous consacrons ce soir au département de l'action sociale. Notre pays, vous le savez sans doute, vient de se doter d'une école nationale de l'action sociale. La création de cette structure va contribuer à l'extension de l'École nationale de l'action sociale et du coup à la formation initiale et continue, à l'amélioration de l'expertise des conseillers et des assistants en action sociale. Elle ouvre également la voie au renforcement des capacités des stagiaires par l'organisation de recyclage spécialisé, en plus de l'objectif de développer l'expertise des observateurs et des moniteurs de jardin. Il s'agira donc en définitive d'une opportunité d'aider les autres à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent et à progresser dans leur vie. La pluridisciplinarité de cette école a amené les pouvoirs publics à augmenter sa capacité par la construction de nombreuses salles pour les besoins de la formation et d'appartements pour le personnel d'encadrement. Restez avec nous pour tout savoir sur cette école qui marque un pas en avant dans le cadre de l'amélioration de l'action sociale à Mauritanie. Nous recevons ce soir sur notre plateau M. Abdallah Diakité, chargé de mission au ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, et M. Mohamed Lamine Ould Hassan, directeur de l'École nationale pour l'action sociale. Avant de continuer, je vous propose de suivre ce reportage d'Amina Takan qui revient sur les temps forts de l'inauguration de l'école donc nationale de l'action sociale. Dans une allocution qu'elle a prononcée à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle école, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Safia Mettetaha, a affirmé qu'au cours des dernières années du président de la République, l'action de l'État a été témoin de l'efficacité et de la performance dans la réalisation de plusieurs programmes communautaires. À cela s'ajoutent les indicateurs de performance et de qualité du service public fourni par le département grâce à l'appui et au plaidoyer ainsi qu'à l'accompagnement de la première dame, Madame Mariam Wadrda, aux différents programmes de développement, surtout ceux ayant trait à la femme et à l'enfant. Elle a ajouté que l'école a été construite sur le budget de l'État mauritanien conformément à des normes éducatives et académiques particulières après l'inscription de son premier groupe de 200 fonctionnaires spécialisés dans les questions de l'action sociale, y compris des conseillers et assistants sociaux, des promoteurs sociaux, des inspecteurs de l'éducation du préscolaire et des composants de divers domaines de l'éducation pour les enfants handicapés. Elle a en outre souligné que l'école se prépare ces jours-ci à accueillir 200 monitrices maternelles en plus d'énormes possibilités de formation qu'elle offre à divers secteurs gouvernementaux et de sécurité aux organisations de la société civile, y compris l'abonnement et la réhabilitation des travailleurs sociaux qui constituent l'épine dorsale du développement social. Fatmetou Mit Abdelmalik, président de la région de Nouakchott, a été la seconde à monter au créneau et a indiqué que l'école de l'action sociale, en plus de combler le vide existant dans ce domaine, constituera également un ajout qualitatif aux repères architecturaux de la ville et donne une touche esthétique à son style urbain. Ajoutons que la création de cet édifice s'inscrit dans le cadre d'autres grands projets dont le pays a été témoin dans divers domaines, dans le soutien et le renforcement des infrastructures, pierre angulaire de tout progrès économique et social, soulignant que le projet de construction de 3 établissements d'enseignement supérieur technique s'inscrit dans ce même sillage. Enfin, le maire de la Mourata'a du Ksar, Mohamed Salem Ould Oumar, a signalé que cette école est la première du genre dans le pays et que sa première pierre a été posée en 2021, ajoutant qu'il s'agit de l'un des édifices les plus importants dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'encadrement. Rebonsoir et merci à nos invités qui ont tenu à répondre à notre invitation. Et pour commencer, quelle est l'importance de l'inauguration de cette école pour le développement social en Mauritanie?
Merci, Monsieur Adahi. Donc, je voudrais juste, avant de répondre à votre question, profiter un peu de l'occasion pour vous remercier à travers vous la télévision Mauritania, qui nous a donné l'opportunité un peu de parler ou d'informer les téléspectateurs sur quelques aspects des missions du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Comme vous le savez, c'est un ministère clé dans le programme du président de la République, parce qu'il s'occupe un peu du social, et comme c'est un ministère aussi important dans la politique générale du gouvernement. Comme vous le savez, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, c'est un ministère qui s'occupe d'au moins 80% de la population. À savoir, on a les femmes qui représentent 52% de la population totale, on a l'enfance, on a les personnes handicapées, on a les personnes du troisième âge, on a les familles. Donc pour venir en aide ou bien pour répondre aux besoins de ces populations et de ces groupes complexes, le ministère doit avoir vraiment des professionnels qui sont capables vraiment de répondre à leurs doléances et à leurs besoins. C'est pourquoi d'où l'importance vraiment de cette école qui vient d'être inaugurée vraiment à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance par son Excellence Madame la Première Dame, accompagnée de la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et de certains ministères. Donc c'est une école, c'est une première en Mauritanie. D'ailleurs, avant il n'y avait pas d'école. Et la dernière promotion qui est sortante un peu, qui sont des travailleurs sociaux, elle date depuis au moins une vingtaine d'années. D'où l'importance vraiment de cette école en Mauritanie. Merci. Et son importance pour M. Mohamed Alioune, puisque vous êtes le directeur de cette école. Merci. Merci, M. Adahi, de nous avoir donné l'opportunité de parler un peu de l'école et surtout de l'inauguration de l'école nationale pour l'action sociale, qui a été créée grâce à l'intérêt accordé par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, qui répond aux aspirations aussi de la population mauritanienne d'une façon générale, qui tend vers l'existence d'une institution œuvrant dans le cadre de l'action sociale et dont l'absence a entravé toute l'action sociale en Mauritanie et surtout les actions du gouvernement, vu l'absence du cadre humain capable d'accompagner les bénéficiaires de toute action sociale et de les faire s'approprier de ces actions qui visent leur intérêt. Elle a toujours constitué l'absence du cadre humain formé, un blocage pour la bonne marche de tous les programmes attraits avec l'action sociale. Toutefois que le personnel est bien formé, l'intervention sera plus efficace et plus efficiente au profit des bénéficiaires. Et l'inauguration de l'École nationale pour l'action sociale, présidée par la Première Dame, Dr Mariam Mohamed Vadel Dah, constitue un événement historique dénoté, qui dénote l'importance accordée par les pouvoirs publics et notamment par son Excellence le Président Mohamed Cheikh Ghazouani à la formation des cadres humains capables de prendre en charge toutes les actions sociales qui, elles aussi, constituent la charnière de son programme répondant aux couches et populations vulnérables. Et en quoi consiste la formation dispensée par cette école? Oui, donc l'école elle propose, je pense bien, une variété de formations. Donc, ils sont destinés à préparer les fonctionnaires ou bien les futurs fonctionnaires à travailler dans les domaines du développement social. Donc, elle assure aussi la formation continue et initiale vraiment du personnel du MASEF et du personnel des différents intervenants dans le domaine du développement social. Mais elle peut aussi proposer des formations sur mesure, donc des formations à la demande vraiment de n'importe vraiment quel opérateur social. Donc, elle a une filière en conseil en action sociale, des assistants sociaux. Elle forme aussi des formateurs
donc, dans le cadre de l'éducation spécialisée, donc pour des formateurs en langue des signes, des formateurs en braille, des formateurs pour l'autisme. Elle forme aussi pour le préscolaire et elle forme aussi réellement pour la promotion féminine, donc des formateurs en formation formée. Merci. Monsieur le directeur, nous le savons, donc l'école a formé plusieurs catégories lors de sa première promotion. Actuellement, je pense qu'elle a déjà disponibilisé 200 unités. Cependant, lors de cette dernière promotion, qui est la deuxième, je pense, son travail s'est focalisé sur les monitrices. Pourquoi pas qu'en est-il des autres formateurs? Comme vous l'avez bien dit, la dernière promotion qui a été formée à l'École nationale pour l'action sociale a visé cette spécialité pour répondre aux besoins urgents de l'action sociale et notamment de la mise en œuvre de tous les programmes de l'action sociale. Donc, on a visé ces 200 unités formées qui étaient subdivisées en conseillers en action sociale, il y avait 20. Et les conseillers en action sociale, ce sont des hauts cadres qui sont en charge de promouvoir l'action sociale à travers la contribution à la mise en œuvre de tous les programmes, la conception des stratégies et politiques en matière de l'action sociale. Et il y avait 40 assistants en action sociale, comme notre collègue, le chargé de mission, vient de bien énoncer. Effectivement, les assistants sociaux, ça fait 20 ans qu'il n'y a aucun d'eux qui a été formé au niveau national ou même dans des écoles étrangères. Surtout, avant, cette catégorie de travailleurs sociaux sont formés à l'école de santé et éventuellement dans des structures de formation à l'extérieur. Et ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu cette formation. Donc cela avait nécessité d'avoir des assistants sociaux pour accompagner l'action sociale d'une façon générale. Et il y avait 40 animateurs, puisque tout programme qui vise des populations, qui cible des populations, il faut impérativement que les populations s'approprient ce programme. C'est à travers l'action menée par les animateurs et assistants sociaux que cette appropriation peut avoir lieu. Et en même temps, il y avait 30 contrôleurs des jardins d'enfants. Je saisis l'occasion pour un peu expliquer les contrôleurs des jardins d'enfants. En réalité, ce sont des inspecteurs du préscolaire. Pour ils ont un cahier de charge de bien travailler pour le respect des normes, des structures accueillant les jeunes enfants, qu'ils soient au niveau interne de la structure elle-même, qu'ils soient au niveau de la réglementation et la législation, et surtout les modes et techniques de garderie et de prise en charge des jeunes enfants dans les structures préscolaires. Et il y avait une spécificité et une première en Mauritanie, c'est la formation spécialisée au profit des personnes et surtout des enfants vivant avec un handicap. On a eu à former 30 unités au profit des enfants en déficience intellectuelle et notamment en autisme, parce que ce sont des phénomènes qui existaient en Mauritanie, mais les populations ne les comprenaient pas. Actuellement, on a formé 30 personnes, certes, qui vont contribuer au changement proportionnel de comportement vis-à-vis à ces enfants, et surtout des enfants vivant avec cet handicap. Et simultanément, on a
actuellement la capacité de faire un dépistage au profit des familles dont vécu des enfants qui vivent avec ce phénomène. On a aussi formé 20 formateurs en langue de signes, parce qu'on sait très bien que les sourds-et-muets ont constitué maintenant un nombre... Le braille et le... la langue de signes, ça vise les sourds-et-muets. Ah, d'accord. Et là, ce sont des populations qui commencent à être présentes partout dans le pays. Donc, il faut impérativement un cadre humain capable de leur transformer le savoir, de les enseigner, parce qu'ils peuvent apprendre comme toutes les autres personnes. Ils n'ont aucun problème en matière. Il suffit seulement de bien former les enseignants en langue de signes pour qu'ils puissent se développer et étudier comme toute personne autre. Et on a formé 20 formateurs en braille, c'est-à-dire c'est pour les personnes vivant avec l'handicap aveugle. Donc, toutes ces formations ont visé, premièrement, la disponibilisation du personnel qualifié au profit du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille. De deux, pour améliorer la prise en charge des enfants vivant avec un handicap et surtout contribuer au changement de comportement et de vision des populations envers ces tranches de population, parce que en réalité, on ne peut pas dire qu'ils sont anormaux. Réellement, ils sont normaux, mais à leur façon. Donc, il faut seulement travailler pour leur fournir la capacité de se former, d'être éduqués, d'avoir une éducation spécialisée pour qu'ils puissent s'auto-prendre en charge et puis ils deviennent exactement comme tous les enfants du pays. Et comment est dispensée cette formation? Par qui? Et quelle est la durée de cette formation? Pour ce qui est de la durée, moi je crois que le directeur est bien placé pour répondre à... Ils vont vous associer également à la parole, quitte à prononcer un mot. Tout à fait, donc la durée est de 2 ans, donc elle dure 2 ans pour toutes les filières, donc 2 ans. Donc, et les formateurs, ce sont des formateurs qui ont été formés, des formateurs de l'école. Le directeur peut bien sûr en parler, bien sûr, parce que Malik est là. Bon, à propos de la formation, certes, comme vous avez bien constaté, si on dit la première fois en Mauritanie, donc le cadre humain n'existait pas. Dans les spécialités où le marché national n'offre pas l'offre, ne donne pas l'offre, on était contraint d'amener des experts pour former nos formateurs, nos propres formateurs, qui sont des formateurs qui ont des acquis déjà en matière d'éducation, en matière de psychologie, en matière de sociologie, mais les techniques proprement dites, surtout en langue de signes, en braille et en autisme, n'existaient pas. Donc, on était obligé d'amener des experts internationaux. On a amené ces expertises qui ont resté au moins le minimum, sont restés avec nous 20 en mois pour former nos formateurs sur ça. Et ils ont continué à assister ces formateurs jusqu'à ce que nos formateurs se sont appropriés de la matière. Et maintenant, on continue la même chose parce que nos formateurs sont toujours dans la nécessité de renforcer leurs capacités dans les domaines, surtout ces domaines d'éducation spécialisée. Et on a des contrats avec des spécialistes en la matière au niveau régional et au niveau de la sous-région qui vient rester avec nous 20 jours, un mois pour former nos formateurs sur l'autisme, sur la langue de braille, l'écriture de braille et la langue de signes. Et la langue de signes, on a utilisé aussi des compétences nationales ainsi que le braille, parce qu'il existe déjà un noyau qu'on a utilisé
au profit de l'école. Surtout, c'est un noyau national et nous, on a tendance à préférer l'utilisation rationnelle des capacités nationales toutefois qu'elles existent. Parce que ce sont des capacités qui existent sur le marché d'emploi et puis nous, on peut les utiliser, on les utilise. Adelaide, vous avez quelque chose à ajouter, j'ai comme l'impression. Et donc, en quoi a consisté l'extension de l'école? Qu'est-ce que cette extension a apporté de nouveau? Très bien. Bon, l'école, en réalité, elle fut un centre de formation dédié à la petite enfance, qui n'avait pas aucune capacité d'accueil. Presque 2 salles de formation, la plus grande est d'une capacité de 40 personnes. Actuellement, on a dédié tout l'ancien bâtiment, avec même ces salles de formation, pour l'administration. Et l'extension, on a fait 10 salles de formation, dont la capacité réelle de chaque salle est de 70, mais vu le respect de l'adéquation formateur-élève, nous, on est tenté d'être rigoureux dans cet aspect et on va essayer que la salle de formation ne dépasse guère 40 personnes. Donc, ces 10 salles, en réalité, ont une capacité de 500 au lieu d'une ancienne capacité de 60 élèves. Donc, la capacité a été multipliée par 10. Point de vue structurel, on n'avait pas de laboratoire. Actuellement, on a 2 laboratoires, plus une salle sensorielle au profit de l'autisme, plus un atelier dédié aux travaux manuels à caractère éducatif de la monitrice de jardin d'enfants. On a un laboratoire de langue de signes et écriture de braille. Et on a un amphithéâtre d'une capacité de 120 places assises et une très grande salle polyvalente, plus 2 salles de réunion, plus un bloc administratif, plus de 10 bureaux. Donc, en réalité, on vient d'être doté d'une école dont la capacité est élargie et nous pensons qu'elle va répondre aux exigences de la formation dans le domaine de l'action sociale, qu'elle soit au niveau du MASEF, ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, qu'elle soit sollicitée par les autres départements parce que souvent on est censé de comprendre que l'action sociale ne concerne que le ministère de l'Action sociale, mais en réalité, tout département et toute structure étatique et privée, il y a un volet social. Ce volet social ne peut être visible, ne peut être compris, ne peut être approprié par les ciblés qu'à travers le personnel qualifié qui va encadrer l'action au niveau de cette structure. Donc, moi je pense que l'opportunité est largement ouverte au profit de tous les départements, de la société civile, du privé. Est-ce que tous peuvent profiter justement, ces départements, la société civile, de l'action ou du travail de cette école? Des services de l'école parce que l'école a la capacité d'accueil adéquate. Elle est en train de mettre en place les outils appropriés à tous les niveaux de formation, qu'elles soient accélérées, qu'elles soient diplômantes, qu'elles soient qualifiantes, qu'elles soient semestrielles, trimestrielles, annuelles. Donc nous, on a la capacité de répondre à ces formations. Et je pense qu'il est temps
que le privé, que les autres structures étatiques aient un œil sur les ressources humaines qualifiées dans le domaine de l'action sociale, ne serait-ce que pour que leur action est bien visible, répond aux objectifs et les résultats seront escomptés et très directs. Toutefois que la personne qualifiée mène cette action. Espérons-le. Puisque nous parlons un peu de l'action sociale, on ne peut pas ne pas parler d'une frange de la société que nous constatons le plus souvent, en l'occurrence les mendiants qui sont au carrefour un peu partout auprès des centres commerciaux. Est-ce que votre département propose une action sociale à l'endroit de cette frange? Tout à fait. Donc, pour ce qui est des mendiants, c'était un programme vraiment étatique réellement qui était placé au niveau de l'ancien commissariat aux droits de l'homme. À un certain moment, il a été transféré au niveau des wilayas. Et nous, notre département, dans le cadre vraiment de la sensibilisation, dans le cadre des efforts, dans le cadre des transferts que le département fait, il contribue vraiment à la lutte vraiment contre la mendicité. Et c'est à travers, bien sûr, un programme de transfert pour les enfants polyhandicapés. Donc le département, actuellement, il fait un programme de transfert pour à peu près 1000 enfants polyhandicapés au niveau de toute la Mauritanie, donc 400 en Nouakchott. Ce programme de transfert consiste à donner une mensualité de 20 000 ouguiya à chaque famille d'enfants polyhandicapés. Et ceci, c'est pour les soutirer vraiment de la mendicité au niveau de la rue. Donc c'est un programme que le département a fait. Dans le cadre aussi des actions de l'assistance sociale, le département aussi fait des actions d'assistance sociale en direction des indigents. Donc c'est une action bimensuelle qu'il fait. Donc c'est juste pour aussi contribuer vraiment à la lutte contre la mendicité des personnes indigentes, parce que c'est un phénomène qu'on voit, et ce n'est pas bien d'ailleurs dans les carrefours. Est-ce que ces gestes permettent de les fixer Leur problème, c'est devenu un métier réellement. La mendicité est devenue un métier, et quand vous voyez un peu les rentrées d'un mendiant quotidien, c'est à peu près vers les 20 000, 30 000 ouguiya par jour. Donc, si on lui donne vraiment 20 000 ou 30 000 ou 40 000 ouguiya, donc il ne va pas se retirer vraiment de la mendicité. C'est devenu un métier, c'est devenu une profession. Donc, ce n'est pas facile. Donc, il va falloir vraiment des mesures draconiennes vraiment pour lutter contre la mendicité au niveau de Nouakchott. Vous dire, est-ce que l'école a une solution dans le cadre Moi, je pense l'école propose dans le programme de formation, surtout des animateurs et des assistants sociaux, des techniques et des méthodes d'approcher toutes les populations vulnérables et de travailler avec elles en vue de changement de leur vision ou de leur comportement vis-à-vis à telle ou telle action. Donc c'est à partir de là que l'école peut être utile. Mais point de vue action concrète visant à améliorer les conditions de vie, je pense que le département de l'action sociale de l'enfance et de la famille, même si, d'après les informations que je possède, que cette population ne fait pas partie du ressort du MASEF, proprement dit, parce que en réalité, leur caractère spécifique nécessite un travail transversal entre beaucoup de départements, notamment le ministère de l'Intérieur, la justice, éventuellement l'économie, l'éducation, les affaires islamiques. Donc, c'est une problématique transversale qu'il faut que tous les efforts se conjuguent pour qu'ils puissent arriver à une solution durable et réelle de ce phénomène. Je pense que le MASEF, tout seul,
peut proposer des stratégies, peut proposer des politiques, il peut effectivement piloter des actions, mais je pense que la problématique est plus ou moins transversale et plus large. On parle de l'école, on va continuer de parler de l'école, mais également des stratégies du MASEF, sans oublier qu'aujourd'hui on est le 20 novembre, c'est la journée internationale de l'enfance, et on ne peut pas faire fi de cet événement. Il faut juste qu'on sache, est-ce que le MASEF a l'habitude de célébrer cette journée, comment, quelles sont les festivités commémoratives de cet événement? Tout à fait. Donc, comme vous le savez, donc, la journée du 20 novembre, c'est une journée internationale donc, qui est célébrée dans le monde. C'est la journée vraiment de l'adoption de la charte ou bien la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989. Et chaque année, le pays célèbre cette journée. Donc, cette année, la journée a été décalée à la demande vraiment des partenaires, pour qu'elle soit célébrée le 25 novembre, afin de bien vraiment célébrer cette journée. Donc c'est une journée qui est importante parce qu'elle sensibilise un peu les décideurs, elle sensibilise un peu tous les acteurs sur les problématiques, sur les droits de l'enfant, sur les violences que rencontrent les enfants et sur aussi leur droit vraiment à la santé, à l'éducation et aux loisirs. Donc cette année, elle sera célébrée le 25 novembre. Donc. Et qu'en est-il des mécanismes mis en place pour la protection de l'enfance? Oui, pour ce qui est des mécanismes, le département a adopté une stratégie nationale de protection de l'enfance. Cette stratégie, de cette stratégie découlent vraiment des mécanismes institutionnels de l'enfance, qui sont le Conseil national de l'enfance, qui est présidé par un conseiller du Premier ministre et qui regroupe vraiment tous les départements concernés par l'enfance, ainsi que la société civile et les partenaires. Il y a aussi les tables régionales de protection de l'enfance, qui sont des mécanismes institutionnels présidés par le Wali et qui regroupent aussi tous les intervenants au niveau des wilayas. C'est pour pouvoir vraiment révéler les problèmes de l'enfance au niveau de chaque wilaya. Comme vous savez, chaque wilaya a ses spécificités. Et pour vraiment travailler, révéler vraiment les problèmes de ces wilayas, donc la table régionale constituée, elle se réunit donc, pour révéler ces problèmes. Il y a aussi les conseils municipaux des enfants. Donc au niveau de la Mauritanie, je crois qu'il y a 30 conseils municipaux des enfants. Et il y a aussi le Parlement des enfants, qui est constitué vraiment de 104 enfants, dont 6 enfants en situation de handicap. Donc, ils représentent un peu toutes les muqata, donc avec une parité hommes, enfants et filles. Donc, c'est ça un peu les différentes structures, un peu ou bien les mécanismes institutionnels de la stratégie nationale de protection de l'enfance. Est-ce qu'il y a un mémorandum pour l'enfance? Est-ce qu'il a été remis au MASEF? Depuis quand et en quoi consiste? Bon, ce mémorandum, il existe réellement, il a été remis, il comporte un peu tous les droits de l'enfant, donc tous les droits, que ce soit l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès aux loisirs, l'accès vraiment donc, à la protection contre les violences, les habits. Et donc c'est un mémorandum vraiment qui a été remis au ministère et qui travaille en fonction de ça. Par qui? Quels sont vos partenaires? Est-ce que Save Children Il y a différents partenaires dans le domaine de l'enfance. Il y a l'UNICEF d'abord, qui est une institution internationale, donc des Nations Unies. Il y a aussi certaines ONG internationales, telles que Save Children, l'OIM pour les enfants migrants. Il y a aussi World Vision, il y a Terre des Hommes aussi qui sont là. Et il y a l'occasion de les remercier. Il y a des organisations aussi islamiques déjà donc, qui interviennent dans ce domaine. Donc. Et aussi il y a la société civile mauritanienne qui sont des partenaires vraiment privilégiés vraiment dans le cadre et qui siègent aussi dans les mécanismes institutionnels de la stratégie nationale de protection de l'enfance. Moudir, est-ce qu'on peut avoir une idée du financement de l'école et des partenaires qui ont contribué un peu à la réalisation de cette extension?
L'extension est un financement de l'État à 100%. Donc, c'est un financement de l'État mauritanien. Et l'école n'a pas de partenaire dans le cadre de sa stratégie interne, de ce qu'elle fait. Ouais, c'est ça. L'école a toujours des relations privilégiées avec l'UNICEF, qui a accompagné l'ancienne structure, qui est le Centre de formation pour la petite enfance. Et je saisis l'occasion pour remercier l'UNICEF sur cet accompagnement et sur l'appui indéfectible de cette institution, de cette organisation, pour la Mauritanie de façon générale et pour l'École nationale pour l'action sociale, qu'on est en train de réfléchir sur un partenariat privilégié entre l'UNICEF et l'ENAS dans le cadre de prise en charge du personnel travaillant avec la société civile appuyée par l'UNICEF. Donc, je pense que très prochainement, cette convention aura lieu, et toutefois qu'elle aura lieu, la collaboration entre l'UNICEF et l'ENAS constitue un appui substantiel pour le gouvernement mauritanien et surtout pour l'ENAS, pour l'École nationale pour l'action sociale. En tout cas, on serait très ravis et très contents de continuer cette coopération entre l'ENAS et l'UNICEF et éventuellement entre l'ENAS et tous les PTF, surtout le FINIAP, le PNUD et la Banque mondiale, que j'ai saisi aussi l'occasion pour la remercier parce que c'est elle qui avait construit le premier bâtiment du Centre de formation pour la petite enfance. Monsieur le conseiller, on a parlé de l'enfance, mais il y a également la promotion des femmes. Qu'en est-il? Que fait votre département dans ce sens, avant de parler des personnes handicapées? Tout à fait. Donc, comme la promotion féminine, la femme, c'est, comme vous savez, c'est 52% de la population mauritanienne. Et c'est une thématique vraiment centrale et capitale du ministère. Donc, le ministère s'occupe un peu de tout ce qui est autonomisation de la femme, tout ce qui est participation politique de la femme, tout ce qui est vraiment encadrement des groupements, des coopératives, donc, et tout ce qui est vraiment lié aux violences à l'égard des femmes et des filles. Notamment, il fait des programmes vraiment qui visent vraiment à lutter contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Donc, tout ce qui est lié aussi à la sensibilisation, tout ce qui est lié vraiment à l'entrepreneuriat des féminins. Donc, il octroie vraiment des appuis financiers aux nouvelles vraiment initiatives féminines, aux étudiantes sortantes vraiment des centres de formation féminine. Donc, il assure aussi, il contribue à la scolarisation des filles, la SCOFI d'ailleurs. Donc, c'est une thématique vraiment centrale. Il s'en occupe vraiment, c'est une thématique centrale du ministère. Donc, tout ce qui est aspect féminin, donc, il le prend en charge dans le cadre même de la sensibilisation sur la SR, la santé de la reproduction, etc. Donc, le ministère y contribue dans ce sens. Et qu'en est-il en matière de protection et de promotion des droits des personnes handicapées? Qu'est-ce qui est fait dans le cadre de la stratégie du MASAF à l'attention de cette frange de la société? Bon, il faut dire que réellement, que pour ce qui est des personnes handicapées, donc, qui sont d'ailleurs un groupe très important dans le programme du président de la République, donc le MASAF dans le domaine a pris des mesures législatives, notamment tous les textes relatifs vraiment à la protection des personnes handicapées ont été adoptés, que ce soit vraiment le décret relatif à la qualité des personnes handicapées, le décret relatif à l'accessibilité, l'arrêté relatif à la carte des personnes handicapées. Donc, dans le domaine vraiment législatif, donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce domaine. Donc, dans le domaine aussi de l'amélioration un peu des conditions de vie des personnes handicapées,
Donc le ministère donc, octroie vraiment une couverture sanitaire pour une assurance maladie pour les personnes handicapées. Ah ouais, toutes les personnes handicapées. Oui, pour le moment, donc il y a, je crois, 2000 personnes qui sont couvertes par l'assurance maladie donc, pour les personnes handicapées. Pour le moment, ce sont les 2000 personnes qui ont reçu la carte de personnes handicapées. Donc il y a aussi les transferts que j'avais soulignés pour les enfants. Transferts d'argent. Transferts, oui, des transferts donc pour les cash transferts pour les enfants polyhandicapés. Donc il y a aussi la scolarisation des enfants handicapés. Donc actuellement, le département scolarise à peu près 1000 enfants handicapés à travers le centre de formation et de promotion sociale des enfants handicapés qui est installé au niveau de Nouakchott, Nouadhibou, Zouarat, Alek et très prochainement vraiment Kaïdi et Kifa. Donc il y aura des centres vraiment pour la scolarisation des enfants handicapés. Donc ça c'est un terme. Donc il y a aussi l'octroi d'AGR pour les personnes handicapées. Et l'année dernière et cette année, je crois au niveau avec l'appui de l'UNICEF, donc le département va donner des transferts à 10 000 familles ayant un enfant handicapé donc en Mauritanie, au niveau de Nouakchott. Est-ce que le département a une idée du nombre exact de ces personnes sur toute l'étendue du territoire? Puisque vous parlez s'agissant de la couverture sanitaire, déjà on en est à 2000, est-ce que c'est le nombre qui est là? Est-ce que le département continue à chercher à avoir ou connaître le nombre exact de ces personnes qui sont dans le besoin? Tout à fait. Donc, comment procède le département? Oui, le département a des directions régionales au niveau de chaque wilaya. Et de ces directions régionales, ils font un travail vraiment de recensement des personnes handicapées qui se trouvent au niveau de la wilaya. En collaboration avec les walis, les hakams, les chefs de... Pour le moment, je crois qu'on a les données juste du recensement de 2013 qui dit que les personnes handicapées représentent 1%. Mais en réalité, ce n'est pas le nombre. Parce que le nombre dans les pays en voie de développement varie entre 7 et 10%. Et actuellement, dans le cadre du nouveau recensement, donc le département a contribué vraiment à élaborer une fiche vraiment relative aux personnes handicapées qui va être administrée dans le cadre du nouveau recensement pour avoir vraiment le nombre de personnes handicapées en Mauritanie. Et normalement, il doit varier entre 7 et 10% dans les pays en voie de développement. Donc pour les autres, donc, je crois que nous, on est en train de délivrer des cartes pour personnes handicapées. Et on demande vraiment à toutes les personnes handicapées de venir vraiment au niveau des directions régionales s'inscrire pour pouvoir vraiment avoir la carte de personnes handicapées parce que c'est la seule carte vraiment qui leur permet vraiment d'avoir tous les opportunités et tous les droits qu'ils doivent en avoir. D'accord. Monsieur Mohamed Amin, quelles sont vos ambitions pour cette école? Puisque aujourd'hui, elle travaille, les résultats sont là. Les personnes ayant besoin de ces services sont formées, mais quelle est votre vision future et stratégique pour cette école? Aussi bien avec le MASEF qui la finance, que les autres départements ou démembrements de l'État et la société civile. Bon, moi je vais signaler aussi que dans le cadre de ce que le MASEF suggère pour les personnes handicapées, presque actuellement, les structures récemment bâties ou plus ou moins ont subi une transformation pour répondre à l'exigence de l'accès des personnes handicapées aux structures administratives, surtout aux bâtiments. Au niveau de l'École nationale pour l'action sociale, cette exigence a été respectée, puisque on avait créé un pont qui relie les 3 bâtiments de la structure de l'école. On est en train de lui donner le nom dédié aux handicaps mobiles, parce que ce pont permet aux handicapés de rentrer dans tous les bâtiments
à étage. Et puis, nous pensons que c'est l'une des formules, des services que le MASEF offre pour les personnes handicapées. À propos de votre question, l'école n'est pas seulement financée par le MASEF. L'école fait partie intégrante de la structure administrative du MASEF. Parce que c'est un établissement public à caractère administratif dont la tutelle et le ministre en charge de l'action sociale. Donc, elle fait partie des structures du ministère de l'action sociale, de l'enfance et de la famille. Elle a été créée pour répondre aux exigences de la demande qui devient de plus en plus croissante aux travailleurs sociaux, utilisés par le MASEF et utilisés par les autres départements, comme j'avais dit auparavant. Est-ce que vous ne trouvez pas de problème à les insérer une fois formés chez vous, ces personnes handicapées ou ces... Bon, ce ne sont pas les personnes handicapées qui sont visées par la formation au niveau de l'ENAS. Ce sont des personnes ayant en charge de travailler avec les personnes handicapées pour améliorer leurs conditions de vie qui sont visées par l'ENAS en matière de formation. Cela ne signifie pas que la formation, surtout, est ouverte parce que l'accès, c'est avec un concours et avec le diplôme adéquat avec la formation demandée, sollicitée. La personne handicapée peut facilement contribuer à ce concours et puis elle réussit, elle est formée à l'ENAS comme toute autre personne. Par contre, nos objectifs, c'est d'avoir la capacité de promouvoir la prise en charge de toutes les actions sociales dans toutes ses composantes et notamment dans les différents départements concernés par le travail social au sein de leur structure. Puisque, je donne un exemple, tous les hôpitaux, toutes les ambassades, toutes les structures étatiques, qu'elles soient le ministère de l'Intérieur, qu'elles soient le ministère de la Justice, qu'elles soient l'armée nationale, la garde nationale, la police, ils ont des services sociaux. Ces services sociaux ont besoin d'un personnel qualifié pour, premièrement, catégoriser l'action sociale, pour proposer des programmes d'action sociale aux personnels ciblés par l'action sociale dans ces structures et éventuellement la conception d'un programme, d'une stratégie et d'une politique d'action sociale au profit de ces structures et sa mise en œuvre. Est-ce que vous avez déjà fait des démarches auprès de ces institutions pour les faire bénéficier de... Pas encore, mais à travers votre émission, on fait la première démarche. Donc, je pense que j'ai saisi l'occasion pour solliciter que toutes les institutions étatiques et privées doivent avoir des personnels compétents, qualifiés en matière de l'action sociale. Bon, sinon, cette action sociale, ces investissements sociaux qu'ils fassent ne sont ni visibles ni accrédités par le personnel ciblé lui-même, parce qu'il faut que l'action soit appropriée, sinon on reste dans l'impasse, on fait tout, mais en fin de compte, on n'arrive pas à beaucoup de choses. C'est une très bonne initiative. Le petit écran a sa force de pénétration.
particulièrement le Mauritania, mais est-ce que vous avez pensé aux autres médias, à tout ce qui peut servir comme institution de communication pour faire passer ce message? Est-ce que vous avez organisé une campagne de sensibilisation, puisque vous parlez quand même d'un projet, d'un grand projet, d'un projet honorable? Est-ce que votre école, est-ce que le MASEF, pour vous encadrer, pour vous épauler, a organisé une campagne de sensibilisation pour toucher ces institutions? C'est vrai, bon, le MASEF, d'une façon générale, est le département en charge du changement de comportement. Parce que toutes les actions menées par le ministère de l'Action sociale, à part les actions qui visent à améliorer le cadre de vie, ce sont des sensibilisations en vue de changement de comportement. Et nous pensons que cela nécessite un travail de longue haleine. On est en train de déposer ses premiers pas. Et même dans le cadre de cela, l'ENAS, avec l'appui du MASEF, on est en train de proposer une déconcentration de la formation dans toutes les régions de la Mauritanie, au niveau de l'action sociale. Et cette formation constitue un support supplémentaire de mobilisation du personnel de l'ENAS en vue de contribuer au changement aussi de comportement dans ces régions, surtout en matière de vision, de perception du travail social. J'espère qu'on a fait le tour de la question et comme d'habitude, à la fin de l'émission, du temps imparti à l'émission, je vais revenir à vous pour un dernier mot avant de clôturer cette émission. Merci beaucoup. Donc, bon, pour ce qui est pour terminer, je dirais que le MASEF il est en train de travailler sur plusieurs chantiers, donc relatifs vraiment en matière de protection sociale, parce qu'il est le lead un peu dans le cadre de la stratégie nationale de protection sociale. Donc, il vise un peu à développer certains mécanismes de solidarité nationale, à contribuer aussi vraiment à ce qu'il y ait une couverture assurance maladie universelle. C'est dans le cadre de la protection sociale, dans le cadre de l'enfance et de la promotion féminine. Il est en train de voir un peu, de viser un peu les chantiers de l'autonomisation avec tout ce qui en découle vraiment sur les femmes. En matière de promotion, en matière de protection de l'enfance, il est en train de voir un peu la scolarisation de tous les enfants en âge entre 3 et 6 ans, donc dans le préscolaire. En matière de promotion des personnes handicapées, le MASEF il est en train d'améliorer un peu leurs conditions, d'améliorer un peu, de contribuer aussi à l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Donc, en matière vraiment de personnes âgées, donc il est en train de mettre en place une stratégie vraiment pour la promotion des personnes âgées, l'encadrement vraiment des personnes âgées. Ce sont en grande partie, en résumé, les différents chantiers vraiment que le ministère est en train de travailler sur ça. Mais il va falloir vraiment que tous les départements concernés puissent travailler avec le MASEF pour qu'il y ait vraiment un développement durable pour ces franges de population. Merci beaucoup. Bon, moi je saisis l'occasion pour vous remercier et remercier tous ceux qui ont contribué à la mise en œuvre de l'École nationale pour l'action sociale. Et je pense que l'École nationale de l'action sociale est un outil qui contribue à mettre en œuvre la politique nationale en matière de l'action sociale et qui répond aux aspirations des populations mauritaniennes
surtout qu'elle répond à un engagement qui a été concrétisé de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Bouchir Razouane. Donc, il a donné un engagement pour les Mauritaniens de créer une institution capable de répondre à la formation, à la prise en charge de l'enfant mauritanien de tous bords. Cet engagement a été concrétisé à travers la création, la construction et la mise en œuvre de l'École nationale pour l'action sociale. Donc, j'ai saisi aussi l'occasion de dire que l'école œuvrera et ne va jamais aménager aucun effort pour être à la hauteur et répondre à ces exigences. Merci donc à nos invités qui sont venus se prêter à nos questions. Merci à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Un grand merci à l'équipe de la télévision qui a permis la réalisation de cette émission, les caméramans, la régie et les responsables de son. Et très vivement pour un nouveau numéro de Zoom sur. À très bientôt, au revoir. مشاهدي الأعزاء مشاهدي قناة الموريتانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي معاملات إسلامية. هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على أهم المنتجات المالية والخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. نتحدث فيه كذلك عن أهم المعاملات التي نتعاطاها في أسواقنا الاعتيادية بشكل يومي. نتحدث فيه عن كبريات المسائل التي تهم الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية كذلك. لا نزال في حلقاتنا المتتالية التي تتحدث عن الزكاة ونوازلها ومستجداتها المعاصرة. تحدثنا عن الزكاة ورسالتها الإصلاحية للفرد وللمجتمع، وتحدثنا كذلك عن بعض النوازل والمستجدات المتعلقة بها، وأفردنا حلقة لتذمير وتذمين أموال الزكاة، ولقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يكرس إمكانية استثمار جزء من أموال الزكاة على اعتبار وعلى خلفية تمليك الزكاة لمستحقها بأوصافهم وليس بأسمائهم. في حلقة اليوم نتحدث عن الوعاء الزكوي، وعاء الزكاة المتعلق بذمم الأفراد وكذلك للمؤسسات.
سواء كانت مؤسسات قطاع مصنف أو كانت من مؤسسات القطاع غير المصنف كالدكاكين ونحوها. لا نتحدث في هذه الحلقة عن زكاة بهيمة الأنعام ولا عن زكاة الثروة الزراعية ولا المعادن، وإنما نتحدث عن زكاة النقود والعملات الحديثة وكذلك زكاة التجارة وما يؤول إليها. ما هو الوعاء الزكوي الذي نتحدث عنه؟ نقصد بالوعاء الزكوي تلك الأموال التي يجب فيها الزكاة، تلك البنود المحددة في القوائم المالية التي تجب فيها الزكاة، علما بأن هنالك من البنود، علما بأن هنالك من الأصول، من الممتلكات ما هي معفاة من الزكاة، أعفى الشارع أصحابها من الزكاة تشجيعا لهم أو تثمينا للمجال الذي يقومون به أو تقديرا لخصوصيتها ولعدم نمائها ولعدم الاستثمار فيها، عدم الاستثمار، نقصد عدم الاستثمار المبرر. هنالك بنود معفاة من الزكاة. نتحدث مثلا عن الأصول الثابتة، لا زكاة في الأصول الثابتة غير المعدة للتجارة، فدار الإنسان التي يسكن، وحتى لو كانت هذه الأصول مدرة فإنها تبقى معفاة من الزكاة في أصولها. إذا كان لديك مبنى سكني تخصصه للتأجير والكراء فإنه لا زكاة في عين هذا الأصل، وإنما تجب الزكاة في ريعه وفي عائده من الإجارة، وسنجده إن شاء الله تعالى في قوائمك المالية، سنجده نقودا كما سنرى أو عروض تجارة أو ديونا تجارية لك على الآخرين، أو أن تكون قد استهلكته استهلاكا غير متهرب به من الزكاة فلا حرج عليك في ذلك. إذن الأصول الثابتة معفاة من الزكاة لا زكاة فيها حتى ولو كانت مدرة. لدينا كذلك ما أعد للزينة وما تتحلى به المرأة من الذهب والفضة مما هو في عداد المعقول والمعتاد، فإنه لا زكاة فيه كذلك إذا كانت مالكته امرأة. عندما نتحدث عن بنود الوعاء الزكوي الذي تجب فيه الزكاة، إذا كانت هذه الشركة أو هذه المؤسسة من مؤسسات القطاع المصنف، أي أنها تصدر قوائم مالية معبرة عن حالتها المالية بدقة